Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain, Christophe Debiens. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio pour un nouvel épisode de La planète demain, l'émission qui donne la parole aux acteurs du changement et aux porteurs de solutions environnementales innovantes. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir dans nos studios deux acteurs de la transition écologique positive. Il s'agit de Stéphanie Gastaldin, fondatrice de l'INAE, la première marque de soins naturels aux extraits de lin bio, et Jean-Marie Mascarenas, fondateur et dirigeant d'Interlog, spécialiste de l'optimisation des flux logistiques qui bousculent le tout électrique et l'hydrogène. Bonjour à tous les deux. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors on va commencer avec Stéphanie si vous le voulez bien. L'INAE est la première marque de soins naturels aux extraits de lin, et de lin bio précisément, certifiée Origine France et garantie sans effet perturbateur endocrinien de type oestrogénique. C'est un symbole de pureté et de lumière. Le lin est cultivé depuis des millénaires pour ses qualités nutritionnelles et ses fibres textiles. Concentrée principalement en Normandie, cette culture présente une faible empreinte environnementale car elle ne nécessite absolument pas d'irrigation et elle est entièrement valorisée. Alors, on va parler donc du lin bio, c'est votre vie si j'ai bien compris. Chère Stéphanie, vous êtes fille et petite fille de liniculteurs normands et vous avez décidé en créant l'INAE d'associer l'huile de lin bio riche en oméga 3 et le gel de lin bio hydratant à des actifs nobles d'origine naturelle afin d'offrir une expérience sensorielle unique au service du bien-être et de la santé de la peau. Mais quel a été votre parcours professionnel avant de fonder l'INAE ? Alors déjà, c'est très très bien résumé. Avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, après mon école de commerce, j'ai fait la quasi-totalité de mon parcours professionnel dans l'industrie cosmétique au développement. Donc j'ai pu effectivement forger une expérience dans des marques de soins, maquillage et de parfums, vraiment être au contact des laboratoires et des fournisseurs, ce qui m'a permis après vraiment de donner une idée précise de ce que je voulais entreprendre. Alors vous avez donc fondé l'INAE, cette marque de soins naturels à base de lin bio, certifié Origine France, je le disais en tout début d'émission, qui met en avant le savoir-faire français et le respect du vivant. Mais pour quelles raisons avez-vous ressenti le besoin d'entreprendre et de créer cette marque ? Alors durant ces années d'expérience, c'est vrai que j'ai trouvé qu'on était un petit peu dans un secteur un peu ronronnant, c'est-à-dire qu'on avait toujours un peu les mêmes façons de formuler, la même façon de sourcer, parfois très très lointain, et finalement de se dire comment je peux amener un modèle plus local, plus éco-responsable. On a des pépites françaises extraordinaires. Donc tout simplement revenir aux essentiels. Et plutôt que me dire, trouvons la marque, pourquoi pas la créer. Si j'étais, demain je retrouve les produits en salle de bain, qu'est-ce que j'aimerais retrouver dans ma salle de bain et qu'est-ce que j'aimerais conseiller à ma famille ou à mes amis. Et c'est comme ça que je suis partie en création pendant 2 ans. Alors peut-être vous avez rencontré des difficultés, j'imagine en tout cas, lors du développement l'INAE. Si oui, quelles étaient-elles ? Oui, effectivement, ça n'a pas été de tout repos puisque j'ai démarré l'aventure seule. Donc ça a été vraiment 2 ans de travail pour déjà tout structurer, travailler les projets, les développements, trouver les financements, les partenaires. Partir vraiment d'une feuille blanche. Il faut savoir que justement l'INAE, on n'est pas une marque blanche. On n'est pas là à prendre une formule clé en main au laboratoire. C'est 2 ans de travail. On choisit chaque ingrédient, chaque matière première, chaque emballage. Et ensuite, c'est une co-création qui a pris à peu près effectivement 2 ans entre le temps de formuler et de créer les produits. Et bien sûr, comme on a un niveau d'exigence très important, il y a des aléas de développement, surtout en formulation. On a eu pas mal de déboires de stabilité, de formules. On a eu beaucoup de redémarrage à zéro, donc beaucoup de patience, de persévérance pour y arriver. Alors l'INAE propose une routine minimaliste de soins experts, 2 en 1, ou multi-actions peut-être, c'est peut-être plus compréhensible ainsi, couvrant des besoins essentiels de la peau avec des formules exclusives et innovantes, là je reprends vos termes, adaptées à tous les types de peau, mais pour nos auditrices et auditeurs, pouvez-vous nous présenter l'INAE plus en détail ? Oui, alors nous proposons effectivement une routine minimaliste. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire de limiter le nombre de références en salle de bain. Déjà parce que on voit qu'il y a beaucoup de gaspillage, on n'a pas forcément le temps et l'envie de s'appliquer 50 produits sur la peau et c'est pas forcément nécessaire. Donc l'idée c'est de raccourcir la routine. Donc finalement en 6 soins, vous avez vos essentiels de peau
pour couvrir vraiment les besoins de tous les types de peau. Donc ça, c'est vraiment notre parti pris. Et en termes de formulation, on va aussi aller à l'essentiel dans le choix des matières premières qui sont à la fois naturelles, vraiment axées sur le savoir-faire français et qui garantit la sécurité à l'utilisation. Donc en 5 ans, maintenant 6 ans d'existence, nous n'avons jamais eu ce qu'on appelle de cas de cosmétovigilance, c'est-à-dire pas de réaction cutanée. Alors comment est-ce qu'on utilise le lin bio chez Linae justement ? À 360 degrés. C'est vrai que cette plante, elle est juste extraordinaire. Parce que déjà, donc là, comme vous l'avez dit, la France, premier producteur mondial, on a cette fierté française d'avoir ces champs de lin tous les ans en fleurs, là, sur le mois de juin. C'est vraiment un savoir-faire français. Et nous, on va utiliser la totalité de la plante. C'est aussi un atout, justement, du lin, c'est que tout se valorise. Vous allez avoir la fibre, bien sûr, qui est le plus connu de la plante, la fibre longue pour l'habillement, mais nous, on va l'utiliser pour les accessoires, comme les carrés démaquillants lavables pour remplacer les cotons jetables. Et pour la formulation, nous allons utiliser la totalité de la graine où on va extraire l'huile et le gel de lin dont vous avez donné les bienfaits tout à l'heure. Donc c'est vraiment un atout 360. Alors parlons zéro déchet. Chez Linae, le caractère zéro déchet du lin est souligné par son utilisation polyvalente de la fibre à la graine. Mais quelles sont toutes vos démarches en faveur de l'environnement finalement ? Alors déjà, la routine minimaliste. Ça, c'est vraiment le point fort de la marque. Comme je vous disais, on va limiter les emballages, on va limiter le nombre de références. Donc, on va économiser à chaque production des milliers d'emballages et de matières premières. Ça évite le gaspillage. Nous avons aussi un travail vraiment poussé au niveau de nos emballages puisque nos flacons et nos tubes sont dotés d'un système airless qui évite toute contamination par l'extérieur et surtout une restitution de produits de plus de 97%. Donc vous ne perdez pas du tout de produits à l'utilisation. Et après, ça va être vraiment un engagement dans la formule. Donc c'est une co-création avec les laboratoires, une charte de formulation, une charte de naturalité très exigeante où je vais exclure un certain nombre de matières premières qui peuvent être controversées pour garantir effectivement la sécurité à l'utilisation. Alors est-ce que vous avez des projets de développement aujourd'hui ? Oh oui, on a beaucoup de projets. Donc déjà continuer sur d'autres catégories de produits, puisqu'on vient couvrir les besoins essentiels de votre visage. Mais on nous a beaucoup sollicité pour le capillaire. Donc bonne nouvelle, on arrive cette année. Ça nous a pris aussi à peu près 18 mois à 2 ans pour arriver au bout de ces développements. Mais l'idée, finalement, avec Linae, c'est de prendre soin de vous de la tête aux pieds. En quelques mots, le profil type de vos acheteurs de produits cosmétiques, c'est quoi le profil ? Donc principalement, ça va être les femmes, même si on n'exclut pas les hommes, avec grand plaisir, puisqu'on a des très bons retours sur notre crème de nuit pour le côté aftershave. Mais ça va être principalement les femmes qui vont utiliser nos soins, des femmes qui vont à la fois avoir ce besoin d'être rassurance, vraiment de sécurité à l'utilisation, donc par tous nos tests d'efficacité, le test sur les perturbateurs endocriniens, et surtout qu'ils ne veulent pas rogner sur le plaisir à l'utilisation. Donc on va vraiment avoir ce travail aussi sur la sensorialité, le travail des textures. Donc c'est se faire plaisir avec une routine facile, efficace et en totale sécurité. Alors pour conclure, si vous aviez un message à faire passer aux auditeurs, quel serait-il ? Le message que je veux faire passer, c'est vraiment, je sais que c'est pas toujours facile, mais regardez les étiquettes, regardez les origines des produits, leur composition. On a maintenant des sites qui référencent les marques comme justement Origine France Garantie, puisque tous nos soins sont certifiés Origine France Garantie. Ça vous permet d'accéder à un annuaire de marques justement qui se mobilisent, qui se battent pour faire sauvegarder nos savoir-faire français. Donc je vous invite vraiment à les consulter et venir à notre rencontre lors d'événements physiques comme le salon du Made in France, le MIF Expo au mois de novembre, porte de Versailles. Le message est passé. Merci Stéphanie Gastaldin, fondatrice de Linae, la première marque de soins naturels aux extraits de lin bio. On se retrouve dans un court instant sur Sud Radio, toujours avec nos deux invités et avec Thibaut, le French Trotter de l'émission, qui reviendra, lui, sur le dernier salon de l'agriculture pour la suite de sa précédente visite. À tout de suite. Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain, Christophe Debien. Eh bien, nous voici de retour dans les studios de Sud Radio pour la planète demain. Toujours en compagnie de nos deux invités, mais également de Thibaut, notre French Trotter, qui, lui, cette semaine, revient sur le dernier salon de l'agriculture, et plus précisément depuis la ferme digitale, pour la suite de son reportage. N'est-ce pas, Thibaut ? Exactement, Christophe. Et cette année, je me suis intéressé aux innovations
récemment présenté à la ferme digitale du Salon. C'est un espace où les entreprises accompagnent les agriculteurs dans l'évolution de leurs pratiques. Certaines, par exemple, travaillent sur la réduction de la consommation d'énergie, d'autres sur la préservation des sols. Et parmi les notions qui reviennent beaucoup aujourd'hui, il y a celle d'agriculture régénératrice, une approche qui vise notamment à restaurer la fertilité des sols et à améliorer leur capacité à retenir l'eau et le carbone. Et j'ai justement rencontré une entreprise qui en a fait sa spécialité. Elle s'appelle Biosphère. Adrien Lahut, consultant, nous explique ce que recouvre concrètement cette approche. L'agriculture régénératrice, ça va être une agriculture où on va travailler sur régénérer l'écosystème. Donc on part bien sûr du sol, on va essayer de régénérer le sol, mais on va aussi travailler sur régénérer l'écosystème, tout ce qui est hydrologie, plantes. Et on va mettre en place des nouvelles pratiques qui vont travailler avec la nature et pas dégrader les sols. Aujourd'hui, on a un gros problème dans le monde. On a beaucoup de sols qui sont dégradés puisqu'on a une agriculture qui va déstocker le carbone du sol. Et quand on fait de l'agriculture régénérative, on va travailler vraiment sur remettre le carbone dans le sol, remettre la matière organique dans le sol, augmenter la matière organique pour qu'on ait des systèmes agricoles qui soient en meilleure santé. Si on prenait un exemple concret de régénération. Un exemple concret, ça peut être réduire le travail du sol, ça peut être retravailler les IAE, donc les infrastructures agroécologiques, qui va augmenter toute la biodiversité. Ça peut être les couverts végétaux. Il y a vraiment beaucoup de travail à faire pour remettre toute cette pratique en place, pour vraiment augmenter toute la qualité des systèmes agricoles. Si on parle plus précisément de la mission de Biosphère, qu'est-ce que vous faites, vous ? Nous, on va construire des projets avec différents grands comptes, des boîtes agroalimentaires, des boîtes de luxe, des boîtes de cosmétiques, en gros toute entreprise qui a un sourcing issu de l'agriculture. Et on va construire des projets avec ces clients-là, des projets où on va travailler directement avec les agriculteurs, on va les accompagner, on va les former, on va faire du coaching individuel, on va faire des essais pour qu'on mette en place des pratiques agriculture régénératrices. Et quand on va créer ces programmes, c'est des programmes de 3, 4, 5 ans, on va bien s'assurer que les programmes aient du sens pour l'agriculteur, économiquement aussi. On va regarder tout l'aspect économique, s'assurant que les pratiques qu'on met en place aient du sens économiquement, puisque si c'est plus cher qu'en conventionnel, ça n'a aucun sens. Quelque part, vous renouez avec des pratiques agricoles traditionnelles ? Exactement. Qui avaient été perdues ? Exactement, c'est souvent ça. Il y a le remembrement qui a eu lieu il y a à peu près 60 ans. Le remembrement a tout arraché et des fois là on va faire des travaux où on va remettre des haies, on va remettre des bandes fleuries pour faire un retour en arrière de ce qu'était l'agriculture dans le passé. Toujours dans le hall 5 du salon, je suis avec Julien Lacablan, responsable communication du programme Fabacé. Alors de quelle manière vous accompagnez les agriculteurs dans leur réduction de consommation d'énergie ? Eh bien en fait, dans le cadre du programme Fabacé, il y a 130 animateurs issus de 95 structures d'accompagnement du secteur agricole qui en fait déploient dans 3000 exploitations agricoles des diagnostics énergétiques. Donc en fait concrètement comment ça se passe, l'animateur va dans l'exploitation agricole et regarde avec l'agriculteur toutes les dépenses qu'il a consacrées en termes d'énergie. Et en fait ça permet, donc Fabacé permet également de regarder donc les consommations d'énergie directes, donc GNR, électricité, gaz, mais aussi tous les coûts d'énergie cachés dans ces intrants agricoles. Voilà, que sont notamment les engrais et l'alimentation du bétail importé. C'est un enjeu important, cette réduction de la consommation ? C'est totalement un enjeu important puisque aujourd'hui les exploitations agricoles sont fortement dépendantes de l'utilisation des énergies fossiles, mais aussi sont fortement soumises à la variabilité des coûts de l'énergie. Et en fait, pour accompagner leur résilience économique et également leur autonomie, il est important certes de participer à la transition énergétique vers des énergies renouvelables, mais avant toute chose de réduire le volume consommé en termes d'énergie par ces exploitations agricoles. Donc oui, c'est un sujet très important. Et globalement, ce qui est intéressant aussi de voir dans Fabacé, c'est que cette entrée de l'économie d'énergie permet d'accompagner également plus profondément une transition de pratique vers des pratiques qui utilisent moins d'intrants, qui détruisent moins les sols, qui détruisent moins les écosystèmes. Et c'est ça aussi qu'on essaye de faire dans le cadre du programme Fabacé. Eh bien voilà des initiatives qui montrent que l'agriculture évolue entre innovation et respect des ressources et du sol. Merci Thibaut. On vous retrouve dimanche prochain à la même heure sur Sud Radio pour La Planète Demain, bien entendu. À très vite. Et vous êtes toujours sur Sud Radio pour La Planète Demain, l'émission qui aborde l'écologie de façon positive et raisonnée. Et nous avons maintenant le plaisir d'y accueillir Jean-Marie Mascarenas, qui lui est fondateur et dirigeant d'Interlog, spécialiste de l'optimisation des flux logistiques qui bousculent le tout électrique et l'hydrogène. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Christophe. Alors que la transition énergétique se focalise sur les motorisations électriques ou à l'hydrogène, selon vous, les gains massifs de CO2 ne viendront pas d'un changement de carburant, mais plutôt d'une transformation profonde des usages. Qu'entendez-vous par là ? Oui, à très court terme, on sait qu'on n'a pas de solution idéale en matière de motorisation.
L'hydrogène, c'est compliqué. L'électrique, dans le transport lourd, on n'a pas encore les solutions dans le domaine des batteries. Donc, en étant pragmatique, on a des gros gisements de productivité à réaliser en étant plus efficace dans la gestion du transport. Et selon vous, la transition énergétique doit-elle se limiter aux innovations technologiques ou bien repenser nos habitudes de consommation et de mobilité ? Alors, mon domaine, on est dans le domaine du transport de marchandises, donc je suis focalisé sur cet aspect-là. Je m'en doutais. Mais évidemment, c'est beaucoup plus large. Quelles sont les limites des solutions technologiques dans la transition énergétique et bien sûr dans le transport ? Alors, comme je le disais tout à l'heure, j'ai effleuré le sujet. L'hydrogène, on sait que c'est extrêmement compliqué. Ouais. C'est sur le papier, ça marche très bien. Ça produit de l'eau quand ça brûle, mais la molécule est toute petite et il faut être à moins 270 degrés, donc c'est très compliqué. L'électrique, on a le problème des batteries. Donc il y a différentes idées qui sont sur le marché. Par exemple, de mettre des caténaires, des pantographes sur les autoroutes. Ouais. Mais la batterie, c'est un vrai sujet. On a très peu d'énergie par kilo de batterie. Alors, selon le bilan annuel des transports 2024, le bilan 2024, le transport ne reste-t-il pas le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre devant l'agriculture et l'industrie manufacturière ? Oui, je ne le contesterai pas, effectivement. Oui. Alors, les solutions électriques ou à hydrogène ne suffisent-elles pas à atteindre l'objectif de neutralité carbone d'ici 2050 ? Enfin, la question va avec la précédente, j'imagine. Oui, non, et on a des solutions, donc d'optimisation de flux pour réduire le kilométrage à vide et le taux de remplissage des camions. Le choix modal aussi entre aérien et maritime, tout ça passe par une bonne maîtrise de la gestion des budgets transport. Alors, on va rester bien entendu sur les outils de transport. Comment par exemple éliminer les doublons concurrentiels dans la chaîne logistique ? Vous entendez en termes de transport, oui. C'est avoir une visibilité. Nous, on se positionne en tiers de confiance, donc entre les distributeurs, les fournisseurs de la grande distribution, en l'occurrence, et les transporteurs, pour effectivement éviter les redondances. Oui, parce que j'imagine que sinon, ça devient très compliqué et très concurrentiel. Oui, je suppose. Les concurrents savent s'entendre pour être plus efficaces, à l'instar des systèmes de pooling qu'on met en place, où on a des concurrents qui travaillent ensemble pour livrer les mêmes distributeurs. Et est-ce qu'il existe des logiciels spécialisés qui génèrent automatiquement des calculs d'optimisation aujourd'hui ? Oui, ça existe dans plusieurs domaines, donc la réduction du kilométrage à vide, mais aussi le remplissage des camions. On a une solution très concrètement de mutualisation de flux, de gestion partagée des approvisionnements, qui est une innovation française qui date des années 90 et qui a beaucoup prospéré et qui réduit drastiquement le coût de transport et donc les budgets transport. Alors, on entend parler du pooling logistique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus d'abord sur le terme et sur la valeur que cela prend derrière ? Alors, il y a deux étages. Il y a d'abord la gestion partagée des approvisionnements. C'est-à-dire que le distributeur va nous confier les clés des commandes. Donc, c'est un gage de confiance. Et ça permet de déclencher les commandes de manière optimale pour remplir des camions. Et le deuxième étage, ça va être la mutualisation entre différents fournisseurs. Donc, on a la main sur les deux, de manière à chaque jour constituer des camions complets. Alors que quand chaque fournisseur livre séparément, il y a en gros 1/3 à 2/3 de vide. Évidemment, la mutualisation des approvisionnements permet effectivement de réduire les émissions de CO2 aussi, j'imagine. Ça fait partie du jeu. À l'échelle nationale, l'élimination des trajets superflus ne représenterait-elle pas plusieurs millions de tonnes de CO2 évitées sans attendre 2030 ? Oui, alors j'ai pas fait le calcul d'équivalent CO2. En termes d'efficacité de transport, on est sur des ratios de 20 à 30% de gains. Oui, quand même, c'est assez important. C'est considérable. Et comment les plateformes numériques synchronisent-elles chargeurs, transporteurs et industriels ? Alors là, on est sur une phase qui balbutie encore. On n'a pas encore de référence, on va dire, unique sur le marché pour mettre tout le monde de concert sur la même longueur d'onde. En revanche, nous, on a engagé une démarche d'expertise en tiers de confiance, donc on se met de côté pour permettre aux industriels d'acheter en direct et de mieux acheter, mieux organiser. Oui. Alors, on parle d'effacement logistique. Justement, cet effacement logistique ne pourrait-il pas devenir, comme l'effacement énergétique dans le bâtiment, un modèle de sobriété efficace et durable ? Oui, alors j'y crois beaucoup. À court terme,
et même à long terme. Alors je vais me permettre de faire des extrapolations techniques. À court terme, c'est vraiment faire avec ce qu'on a, mieux utiliser les ressources qu'on a, donc c'est réduire l'inefficacité comme on en a parlé tout à l'heure. Et puis à long terme, on parle d'effacement. Oui, le transport, en théorie, devrait consommer zéro. On parle des tunnels sous vide de Musk, accélération, on récupère l'énergie au freinage. En fait, on perd cette énergie dans les frottements. S'il n'y avait pas de frottement, le transport serait complètement effacé. Et quels seraient les leviers les plus efficaces pour une transition réellement durable ? Moi, je suis chef d'entreprise. Dans votre domaine. Oui, je suis chef d'entreprise, donc je raisonne à, on va dire, 10, 20 ans. Oui. Après, on peut raisonner au niveau sociétal à plus long terme. Mais à court terme, c'est vraiment d'utiliser les moyens techniques. Moi j'ai vu l'impact d'Internet et des nouvelles technologies sur les 20 dernières années. On est loin d'avoir encore exploité tout le potentiel des données, ce qu'on appelle le big data, pour mieux utiliser nos ressources transport. Alors pour conclure, si vous aviez une définition à donner à l'écologie positive, quelle serait-elle ? De la mettre au service de l'être humain. Formidable. Merci, cher Jean-Marie Mascarenhas, fondateur et dirigeant d'Interlog, spécialiste de l'optimisation des flux logistiques qui bousculent le tout électrique et l'hydrogène. Il me reste à vous souhaiter à toutes et tous un bon appétit et un excellent dimanche après-midi avant de céder le micro à Alain Marty pour Invino, l'émission à écouter sans modération. Et pour ma part, je vous retrouve sur Sud Radio dimanche prochain à 12h30 et vous invite à découvrir sans attendre notre plateforme digitale de télévision accessible à tous, laplanète-demain.plus. À dimanche prochain. En attendant, portez-vous bien. Akena, expert en carport et pergola solaire pour des économies et un avenir durable. Et Picoty Solaire pour que l'avenir s'éclaire avec des choix durables. Vous ont présenté Sud Radio, la planète demain, Christophe Debien.